Bonjour. Ouais. Encore peu de connectés pour le moment. Bonjour Grégory. Euh, on va attendre un petit peu de voir si effectivement c'est le temps que les gens arrivent et se connectent. Euh, En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est, je pense que vous voyez mon écran, vous pouvez donc vous connecter sur Kahoot. Donc vous allez avec un navigateur sur kahoot.it. Et puis donc vous avez un petit code PIN qui est indiqué pour pouvoir donc rejoindre le petit jeu. On va commencer par un petit quiz pour pouvoir introduire un petit peu ce qu'est le numérique responsable. Et puis après, on arrivera un petit peu plus dans une présentation un petit peu plus formelle où effectivement on va vous présenter. C'est David Rémo qui va vous faire ça, qui va vous présenter. Voilà. Qui va vous présenter donc le numérique responsable dans son ensemble. Et puis on terminera par un petit zoom sur la partie développement de sites web numérique responsable, donc en respectant les principes du Green IT. Alors après, je ne sais pas si Grégory et Julien, vous avez connecté vos salles ou c'est vous qui êtes connectés. Bonjour. Ouais, non, Non, je moi suis je tout suis seul, en moi. école en ligne et puis Bonjour Julien, y a que moi. il n'y a que toi. Exactement pareil, il n'y a que moi également. D'accord, Désolé. Non, les élèves ils sont en train de finir leurs travaux. d'accord. C'est vrai que je suis juste un tout petit peu étonné parce que c'est vrai que mercredi, avec les réseaux, là, on a eu 89 participants. Et là, effectivement, beaucoup, beaucoup moins. Est-ce que les soirées étudiantes ont repris le jeudi soir? On va peut-être sonner jusqu'à 9h05, voir si c'est le temps qui se connecte ou pas. Mais ouais, je suis vraiment étonné parce que, bon, qu'il n'y ait pas le même nombre côté réseau et côté dev, bon. Mais je pensais quand même que l'ordre de grandeur serait un peu plus similaire quand même. Les promos sont de taille équivalente, Hervé? Oh, à peu près, hein, à peu près, c'est assez équilibré. Après, je saurais pas dire si c'est un tout petit peu plus d'un côté ou de l'autre, mais c'est normalement à peu près le même nombre. Mais c'est qu'on a la crème de la crème, là. On a les meilleurs. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Donc vous pouvez vous connecter à Kahoot, donc www.kahoot.it, et puis donc vous rentrez le petit code PIN qui est indiqué. Hop. Et avec donc ce petit code PIN, vous pourrez donc vous connecter pour pouvoir faire le petit quiz introductif pour notre matinée.
en attendant que les derniers se connectent, est-ce que David, tu veux peut-être te présenter? Ah, tu as ton micro par contre qui est éteint. Le classique, C'est ça. c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis David Remeau, je suis consultant numérique responsable et j'interviens pour les entreprises et les collectivités dans le cadre de différentes prestations d'accompagnement. Ça commence par la sensibilisation des employés et de la direction, également de la formation sur le numérique responsable, et ensuite l'aide à l'élaboration d'un schéma directeur ou d'une feuille de route pour pouvoir mettre en œuvre des plans d'action dans cette dynamique-là, et donc, si besoin, les accompagner dans cette mise en place de certaines actions. Voilà, j'interviens aujourd'hui pour vous présenter de manière globale le numérique responsable. Et je suis intervenu mercredi aussi pour la même chose et également pour faire un focus spécial pour vos homologues du système et réseau sur le sujet des réseaux dans ce contexte de numérique responsable. Merci. Donc, tu es chez Numérez, c'est ça ta société? Numérez, comme numérique et responsable. Donc l'objectif, c'est de pouvoir justement, en ce moment, allier, faire converger la transition numérique et écologique. Je vous présenterai ça un peu plus en détail. Et donc, je suis basé à Nantes et j'interviens sur un grand territoire. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, si vous voulez aller sur Kahoot pour pouvoir donc faire le petit quiz, on va commencer par un petit quiz introductif. On a un petit lot à gagner, donc le lot c'est un livre des éditions Eni sur le numérique responsable et en particulier pour vous développeurs, c'est le Green IT et l'accessibilité, comment donc créer un site web numérique responsable. Donc voilà, là pour le moment, ouais, il n'y en a que 6 qui sont connectés au quiz, donc n'hésitez pas pour les autres à vous connecter si vous souhaitez participer. Julien a dit qu'il faut qu'il soit au moins dédicacé, hein, le livre, parce que nous, sinon, on peut l'avoir. Dédicacé, ah ouais, ça c'est. Faut que vous fassiez des beaux scores alors pour que vous me fassiez. C'était quoi le plus gros score de mercredi, tiens, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des. Alors j'ai noté le vainqueur. Commencez pas à nous lancer des trucs, genre il faut faire mieux que les autres, hein, c'est pas bien ça. On dit aux stagiaires, c'est pas le but. Hein, donc, Ouais. Oui, de toute façon, Hervé a dit que c'était la crème de la crème, donc pas besoin de... Bah, ce sont les développeurs aujourd'hui. Il y en a que 6 qui veulent jouer? Un 7e. Dépêchez-vous, parce que sinon je vais lancer. Dites-moi s'il y en a qui sont encore dans les... qui n'arrivent pas encore à se connecter, qui veulent que je leur laisse du temps, ou sinon je lance. Ah, ça arrive encore. Allez, attention, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, c'est un petit quiz où on a repris donc des questions qui viennent de OM Conseil. Donc, on les remercie pour ces questions. Alors, première question. Un ordinateur en veille utilise quelle part en pourcent de l'équivalent de sa consommation en marche? Alors, 40%, donc bravo, puisque la majorité, c'est ce que vous aviez répondu. Donc oui, c'est effectivement 40%. Alors, un petit point déjà sur les scores. Donc là, c'était Claire qui a été la plus rapide à donner la bonne réponse. Donc 40%, effectivement, ça, c'est quand même
quelque chose qui est quand même important, hein. On imagine que quand il est en veille, donc quand on s'en sert pas, c'est très très peu. Bah non, c'est quand même 40% que ça consomme. Et si notre ordinateur il est finalement en veille pendant tout le temps, en permanence, et ben ça fait quand même 100 € d'électricité par an, sachant que l'électricité, le coût de l'énergie est en train d'augmenter. Donc non seulement c'est intéressant pour la planète, mais c'est aussi intéressant pour votre facture. Donc passer à l'action, hein, c'est effectivement éteindre les outils dont vous n'avez plus besoin, donc PC, tablette, imprimante, en fin de journée, quand vous savez que vous n'allez plus vous en servir. Allez, deuxième question. Alors, combien de kilos de matières premières est-il nécessaire de mobiliser pour fabriquer un PC de 2 kilos? À nouveau, vous êtes... Ah non, pardon. Non, cette fois-ci, non, vous n'êtes pas tous au top. Donc, c'était 600 kilos qui sont nécessaires. Donc, il y a 2 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Donc, 600 kilos, c'est vrai que ça fait assez énorme pour un PC qui ne fait finalement que 2 kilos. Mais ça, c'est dû à toutes les matières premières qui sont nécessaires d'extraire pour pouvoir donc obtenir et créer les composants. Hop, petit changement dans le classement, Guillaume prend la tête. Donc c'est 600 kg pour un PC de 2 kg, pour un smartphone qui fait 70 kg pardon, pour un smartphone qui ne fait que quelques centaines de grammes. Donc là on a un rapport qui est encore plus important. Alors, passer à l'action, ça c'est un élément qui est extrêmement important, hein, c'est arriver à faire durer son matériel un maximum de temps. Si on arrive à le faire durer, ça veut dire qu'on ne rachète pas un nouveau, on ne produit pas un nouvel équipement, et c'est la production qui a les impacts les plus importants. Donc, il faut éviter d'avoir à construire des nouveaux terminaux si possible. Une autre piste, c'est d'acheter reconditionné du matériel donc d'occasion ou remis à l'état neuf. Et enfin, de penser à la réparabilité. Donc, faire réparer son matériel, c'est pas parce que vous avez votre écran ou qui est cassé ou votre batterie qui ne tient plus la charge que vous pouvez pas remplacer les éléments qui sont plus opérationnels. Et en remplaçant, ça permet de rallonger cette durée de vie. Allez, question suivante. Combien de temps faut-il à minima conserver nos PC pour réduire leur empreinte environnementale, sachant qu'il y avait un petit indice sur la réponse précédente? Donc oui, effectivement, ceux qui ont lu ce qui était indiqué sur la réponse précédente, il faut au minima, alors après on peut le garder plus longtemps, mais au minimum, il faut le garder donc 5 à 6 ans si on veut effectivement avoir une empreinte écologique qui est réduite. Laura prend la tête. Donc 5 à 6 ans minimum, évidemment. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que faire durer donc son matériel, ça permet donc de réduire son empreinte environnementale, puisque ça fait donc moins de matières premières qui sont donc mobilisées pour la création, sachant que les matières premières, il y en a un certain nombre pour lesquelles les réserves mondiales commencent à diminuer, voire petit à petit vont plus être disponibles du tout, vont être complètement épuisées. Ça veut dire aussi moins de transport et moins de pollution, parce que créer, ça va produire des pollutions de l'air, de l'eau, du sol, etc., etc. Alors, combien de litres de pétrole sont nécessaires pour fabriquer une cartouche d'imprimante? Alors, 3 litres, effectivement. Il y en a 4 qui avaient trouvé donc cette bonne réponse.
Hop, on va regarder ce que ça donne sur les scores. Donc 4 réponses bonnes d'affilée pour Laura, bravo. Donc il faut effectivement 3 litres de pétrole pour fabriquer une cartouche de tonnerre. Et donc sur l'impression, il faut avoir un certain nombre de réflexes quand on veut imprimer, de se poser vraiment la question, est-ce qu'on a besoin réellement d'imprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Est-ce que c'est pas juste quelque chose qu'on va imprimer, qu'on va jeter un petit coup d'œil pendant 3 secondes et puis que finalement ça va finir à la corbeille? Donc ça déjà c'est une vraie question à se poser. Ensuite, il faut penser que nos cartouches, elles peuvent se recharger, donc jusqu'à 6 fois. Donc ça évite de reconstruire complètement, on a juste à remplir le contenant. Et puis après, sur les façons d'imprimer, en utilisant de l'impression noir et blanc, recto verso, en qualité brouillon si c'est pas une impression importante, ça permet effectivement aussi de réduire les consommations inutiles. Dans une entreprise moyenne, le volume d'emails envoyés par jour émet autant de CO2 qu'un trajet en voiture pour quelle distance? Alors, c'est 1000 km. Il y en a qui ont un petit peu surestimé quand même. Ça fait déjà énorme quand même. Hop. Donc, sur les scores, pas de changement dans le top 3. Emmerich remonte. Donc, en moyenne, on va envoyer 33 emails et on va recevoir 33 emails et en envoyer 58 en moyenne par jour. Et donc ça représente l'équivalent de 1000 km parcourus. Donc c'est vrai que c'est quand même considérable. Alors, sur les emails, on a fait donc un des défis de la semaine, c'était donc justement sur les emails. Il y a effectivement un certain nombre de choses que l'on peut faire pour éviter d'avoir un impact trop important sur ces emails. Tout d'abord, c'est faire attention à qui on envoie l'email. Donc, pas la peine de mettre tout le monde en copie, bien cibler qui a besoin d'avoir l'information. Donc, sur les destinataires, les personnes en copie. Ensuite, sur la conservation de mails, on ne va pas conserver ad vitam aeternam des mails qui n'ont aucun intérêt. Donc, si ils n'ont pas d'intérêt, il faut les supprimer. On peut également faire attention à tout ce qui va être signature, toutes les choses qui ne sont pas forcément nécessaires. On peut les réduire pour avoir que les informations nécessaires. Ensuite, dans la façon d'envoyer les mails, on n'est pas obligé d'envoyer les mails en HTML. C'est quand même 10 fois plus lourd que d'envoyer les mails en format texte. Donc, la plupart du temps, du format texte suffit pour les informations qu'on a envoyées. Et enfin, donc, sur les pièces jointes, là aussi, se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'envoyer la pièce jointe ou pas? Ou est-ce qu'on peut juste mettre un lien vers le document étant déposé donc sur un espace sur le cloud pour que la personne qui en ait besoin puisse la télécharger s'il en a besoin et plutôt que ça traîne dans la boîte de réception de la personne, voire d'un ensemble de personnes. Alors, un employé envoie 30 emails chaque jour, des emails de 1 MO, cela équivaut à la consommation d'une ampoule de 25 watts allumée pendant combien de temps? Alors, c'est effectivement pendant 24 heures. Donc, 2 personnes avaient la bonne réponse. Hop, ce qui fait qu'Anne-Lise remonte. Bravo Anne-Lise. Donc, un email de 1 MO équivaut donc à 60 minutes d'une ampoule allumée.
un email de 100 pièces jointes, c'est 12 minutes. Donc là, on voit que ça change vraiment. Donc, passer à l'action, un petit peu les mêmes conseils que tout à l'heure, hein. Donc, faire attention effectivement aux destinataires et éviter donc le partage de pièces jointes trop lourdes, voire effectivement soit effectivement ne pas les mettre en pièces jointes ou trouver une alternative plutôt que de les mettre en pièces jointes. Quel éco-geste est le plus utile pour réduire l'impact du numérique sur la planète? Donc tous ces éco-gestes sont importants, hein, mais il y en a un parmi ces trois-là qui a un impact plus important que les autres. Alors, faire durer son matériel, effectivement, va être le plus important. Les deux autres actions sont aussi importantes, mais c'est vraiment, on le verra, David va réinsister tout à l'heure là-dessus, c'est vraiment l'élément le plus impactant écologiquement parlant. Donc, la phase de fabrication des équipements, elle concentre 36 jusqu'à 87% donc, des impacts environnementaux sur tout le cycle de vie. Et c'est ça aussi qui est important de bien voir, hein, c'est tout le cycle de vie qu'il va falloir prendre en compte. Pareil, David insistera bien là-dessus tout à l'heure. Donc, passer à l'action, donc différentes choses à penser, hein, et à toujours avoir en tête. Donc là, la règle des 3 R, il y en a même 2 de plus que David va vous donner tout à l'heure. Donc le premier, c'est réduire ou refuser. Est-ce qu'on a besoin d'un nouvel appareil? Alors ça s'applique à un appareil, mais ça s'applique à plein de choses, hein, à des offres d'abonnement, de ceci, de cela. Donc est-ce qu'on a besoin ou pas? Si on en a besoin, pourquoi pas? Mais si on n'en a pas un réel besoin, bah, il faut arriver à refuser. Réparer, ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si vous avez un élément qui est cassé mais qui est réparable, ça va avoir un impact bien moindre de le réparer plutôt que d'en racheter un neuf. Et enfin, bah, si ce n'est pas réparable, dans ce cas-là, on va recycler pour pouvoir essayer de récupérer un maximum de ce qui est récupérable. Sachant que un recyclage, c'est quelque chose de très compliqué. On arrive à récupérer assez peu de choses, malheureusement. Et puis, ça demande aussi beaucoup d'énergie de recycler. Donc, c'est pour ça que c'est plus important d'essayer de le garder, de le conserver, plutôt que de le recycler. Allez, question suivante. Si Internet était un pays, son empreinte environnementale équivaudrait à combien de fois celle de la France? Alors, 3 fois la France, oui. Tac. Donc, 3 fois la France. Donc, l'empreinte environnementale donc, numérique mondiale, suivant l'indicateur utilisé. Il y a différents indicateurs, hein, qu'on va utiliser. Il y a les gaz à effet de serre, qui est sûrement le plus connu, mais il y a aussi d'autres indicateurs, hein, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, l'utilisation d'éléments non renouvelables, etc., etc. Donc, suivant l'indicateur, ça peut varier, mais ça s'approche effectivement de 3 fois la France. Donc, passer à l'action, à nouveau, donc la règle des 3 R, hein, pour éviter effectivement d'avoir un impact trop fort. Et enfin, c'est aussi une prise de conscience. On vante un petit peu un numérique qui serait complètement virtuel, qui n'aurait aucun matériel. En fait, derrière, bah, il y a des data centers, derrière, il y a des réseaux, derrière, il y a tout un tas de choses. Donc, il faut être effectivement conscient que ce numérique a un impact, et un impact qui n'est pas négligeable.
Alors, d'où proviennent principalement les impacts environnementaux du numérique? Alors, est-ce que ça provient des data centers, des équipements utilisateurs ou des équipements réseau? Alors, c'est les équipements utilisateurs, effectivement, qui vont avoir le plus d'impact. On va déjà regarder un petit coup les scores. Quand tu dis que c'est eux qui ont le plus d'impact, c'est aussi en considérant ceux que les employés ont dans les entreprises quand on parle individuel ou vraiment personnel. Ah, c'est personnel et entreprise, c'est-à-dire que Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc c'est bien l'individu au sens large du terme, pas l'individu. Oui, oui. Je C'est-à-dire que me suis longtemps posé la question quand je Ouais. regardais la question. Donc. Ouais, alors, effectivement, peut-être que j'aurais dû préciser. En fait, on va répartir en 3 grandes parties. Il y a tout ce qui va être équipement utilisateur, où il y a un utilisateur qui va utiliser son PC, son smartphone, alors que ce soit pro ou privé. Après, il va y avoir la partie réseau, qui va permettre effectivement de se connecter à Internet. Donc, tout ce qui va être la partie switch, toute la partie DSLAM, etc., quoi, tous les équipements réseau. Et puis ensuite, il y a la partie serveur dans les data centers qui vont donc permettre d'héberger les données, d'héberger les sites. Et donc, c'était ces trois parties-là. Et effectivement, il y a alors, certes, les data centers sont montrés du doigt pour consommer beaucoup, hein. Il y a une très grosse consommation. Néanmoins, ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les utilisateurs et ils sont très optimisés. Donc c'est ça aussi qui fait que, au final, c'est pas eux qui ont le plus gros impact, mais ce sont bien effectivement nos équipements utilisateurs. À nouveau, hein, à nous de faire attention à faire en sorte de réduire au maximum cette empreinte en faisant durer notre matériel, en ne le multipliant pas pour, pour réduire cet impact. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire. Hop là, on continue. Alors, quelle est la part de la vidéo en ligne dans les flux mondiaux de données? Alors, là, vous avez majoritairement la bonne réponse. Effectivement, c'est 60%. 4 bonnes réponses d'affilée pour Laura. Donc 60%, et donc ça représente près de 1% des émissions mondiales de CO2. Donc c'est quand même quelque chose de très, très important. Et la vidéo, donc il faut faire effectivement attention à la manière dont on consomme nos vidéos. Et c'est pas la même chose quand on a un moyen de diffusion qui va être multicast, c'est-à-dire que le flux va être diffusé et tous ceux qui veulent le regarder vont pouvoir le regarder. C'est le cas par exemple de la TNT. De toute façon, elle est émise. Par contre, effectivement, si on est en train de faire une vidéo à la demande, là pour le coup, on va avoir un flux qui va être envoyé spécifiquement pour nous. Donc ça n'a pas le même impact. Sur les sites, effectivement, on peut faire attention à la lecture automatique des vidéos, donc sur les réseaux sociaux. Normalement, ça devrait disparaître dans les dernières normes du W3C. Il devrait donc enlever les déclenchements automatiques de lecture de vidéos. À l'heure actuelle, vous pouvez déjà désactiver ce genre d'option pour ne lire les vidéos que si vous le souhaitez, que à la demande. Et puis, pareil, vous, dans vos propres applications, vous pouvez effectivement faire attention à ces flux vidéo. On en reparlera plus dans la partie éco-conception. Enfin, donc la dernière question. Quel est le volume de gaz à effet de serre émis par une vidéo de 30 secondes en basse qualité, partagée 1 million de fois?
Alors, bravo, hein, vous avez trouvé majoritairement la bonne réponse. C'est 320 kg d'équivalent CO2. Donc ça fait effectivement un volume très important. Donc là, c'est là où on se pose la question, pour une petite vidéo de chat, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Donc posons-nous la question, hein, de est-ce que ça a un intérêt ou pas? Si c'est une vidéo qui a un réel intérêt, qui va apporter quelque chose, pourquoi pas? Après, si l'intérêt n'est pas criant, peut-être effectivement il vaut mieux s'abstenir. Ça fait quand même l'équivalent d'un voyage de 1500 km en voiture. Alors, on arrive donc au terme. On va pouvoir voir maintenant les résultats. Ah non, pardon, le petit « je suis conscient ». Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et les résultats, ça c'était pour le suspense, avec donc notre podium. Donc Grégory a fait 3e, Anne-Lise a fait 2e, et enfin, c'est Laura qui a gagné. Bravo Laura. Donc je vais passer maintenant la parole à David pour qu'il puisse vous en dire plus sur le numérique responsable. Merci Hervé pour cette première partie. Je partage directement mon écran pour la suivante. Bon, mon micro est ouvert, le partage est fait. Donc bonjour à ceux qui sont venus en cours de route. Donc la session de maintenant va concerner une présentation un peu plus globale de ce qu'on appelle le numérique responsable aujourd'hui. Donc cette présentation, elle est faite dans le cadre de la Cyber World Cleanup Day qui dure depuis le début de la semaine. Donc, juste pour revenir sur la présentation que certains n'ont pas vue, donc moi je travaille chez Numérès en tant que consultant numérique responsable et j'interviens pour les différentes entreprises et collectivités sur les prestations d'accompagnement qui vont de la sensibilisation en passant par le conseil et la formation, et puis pour certaines qui veulent aller plus loin dans l'accompagnement spécifique à l'obtention du label numérique responsable. J'interviens également comme animateur dans différentes actions bénévoles autour aujourd'hui du Cyber Cleanup Day, mais également sur d'autres événements qui ont lieu au printemps, la Tech for Good. Et puis régulièrement, j'anime des ateliers ludiques autour de la découverte des enjeux environnementaux, donc la fresque du climat, et puis également la fresque du numérique. J'ai travaillé pendant longtemps dans le monde des infrastructures informatiques, et donc maintenant je travaille toujours, mais j'ai fait un pas de côté, je regarde ce sujet-là avec un autre prisme que je vais vous présenter maintenant. Numérique responsable, si on peut le définir en une phrase, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que le numérique, l'informatique, soit beaucoup plus durable dans son approche par rapport à tous les sujets qui le concernent, donc principalement la partie environnementale, la partie humaine et puis la partie économie. On parle beaucoup de transition écologique et de transition numérique, mais malheureusement, elles ne prennent pas toujours forcément les mêmes directions. Donc là, l'objectif du numérique responsable, c'est de pouvoir faire en sorte que les deux transitions s'additionnent et convergent vers une seule transition. On parle du coup de développement durable. Un des points importants, c'est de associer le numérique responsable au développement durable. Donc ce développement durable qui a été défini par l'ONU. Il y a un agenda 2030 qui est prévu par cette organisation mondiale. Et donc cet agenda a pour but de faire en sorte de prêter attention à différents éléments, les piliers que vous voyez à gauche, les 3 P qu'évoquait Hervé, donc People, Planet, Prosperity. Donc faire en sorte que toutes nos actions prennent en compte tous ces éléments-là pour que ces actions-là soient vertueuses. Et à celles-ci ont été rajoutés également 2 autres principes, le principe
de paix, de favoriser en fin de compte une bonne entente entre tous les pays, et puis aussi un partenariat fort pour pouvoir justement faire en sorte que tous ces pays-là mènent des actions dans la même direction pour atteindre l'objectif. Dans l'objectif, on va parler des objectifs de développement durable. Ils ont été identifiés au nombre de 17. Donc tous ces objectifs ont pour objectif de traiter des sujets qui concernent les habitants, les associations, les entreprises, les collectivités, enfin, toutes les parties prenantes de la population et des organisations. Et donc ces différents objectifs-là vont avoir des sous-sujets. Donc typiquement, le numérique responsable va contribuer à toute ou partie des objectifs de développement durable que vous voyez ici. Donc pour faire un zoom sur le numérique responsable en termes d'axes stratégiques, il y en a plusieurs. Donc, je vous ai présenté ici le logo Green IT, parce que ce sujet-là, il est existant depuis une dizaine d'années. Il y avait déjà eu des actions et des associations qui sont créées pour promouvoir le fait d'avoir une informatique qui soit moins énergivore par rapport à son impact environnemental. Ce sujet-là, il est toujours d'actualité, mais maintenant, il a été complété pour avoir une vision plus large du sujet, du numérique et de son écosystème. Donc, on parle de Green for IT, d'IT for Green, de Human for IT, d'IT for Human. Donc, c'est tous ces concepts-là que je vais vous résumer. Donc, le premier, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que l'informatique soit optimisée pour durer plus longtemps, pour avoir une consommation moins forte. Donc, c'est vraiment ce premier point qui est très important. Le second point va concerner le fait de pouvoir maintenir un maximum de personnes liées aux services numériques, hein. On parle beaucoup d'accessibilité avec un volet autour des personnes qui peuvent avoir un handicap qui les gêne pour accéder aux services numériques. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le fait de pouvoir rendre accessibles les services numériques dans des zones blanches ou faire en sorte que des personnes qui ont du mal avec le numérique par rapport à leurs connaissances, on parle d'électronisme dans ce cas-là, de les aider à utiliser les services numériques. Le troisième axe stratégique du numérique responsable va concerner plus la partie éthique et responsable, avec un volet un peu plus sur la partie données. Vous avez déjà entendu parler de la RGPD pour la protection des données personnelles. Ça va concerner aussi tout ce qui est la politique RSE des entreprises et aussi les sujets autour de l'égalité homme-femme, les sujets autour de l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu tous les sujets concernés par ça. Le quatrième axe, favoriser la résilience des organisations, eh bien, c'est de pouvoir faire en sorte que le numérique aide les entreprises à avoir une démarche de conception et d'innovation qui leur permettent de durer dans le temps et d'être résilients par rapport à des événements importants. Donc, on l'a vu avec la crise sanitaire, le numérique a été une solution pour faire en sorte que des entreprises puissent fonctionner malgré l'isolement physique des personnes. Le troisième axe, permettre l'émergence de nouveaux comportements et de valeurs. Ben là, on va être aussi dans un sujet d'impact positif sur l'innovation et être un moyen pour faire en sorte que l'économie, la société change de manière positive grâce au numérique. Voilà un petit peu les 5 principaux axes qu'il y a derrière le mot numérique responsable. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure par rapport au quiz, il y a différents impacts qui interviennent. On parle souvent, c'est normal le réflexe de dire que l'impact, il est principalement au niveau de l'usage, hein, le fait d'avoir un équipement électronique qui consomme de l'énergie. Mais ce n'est pas que ça, et il faut voir l'intégralité de la vie d'un équipement pour mieux comprendre
son impact à chaque étape. Et donc, la première phase de vie d'un équipement, c'est sa construction, sa fabrication, qui nécessite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un nombre important de matières dégagées du sol à couche terrestre pour pouvoir être fabriquées et beaucoup d'énergie pour sa fabrication. Et il y a également, comme vous voyez, d'autres impacts. Et le dernier après de la chaîne, c'est sa fin de vie, savoir comment l'équipement est finalement détruit par rapport au fait qu'il ne soit plus utilisable, qu'il soit devenu obsolète. Quelques petites photos pour illustrer le sujet. Nous avons à prendre conscience qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont dans la souffrance des fois par rapport à leur activité liée à notre impact environnemental des équipements que l'on possède. Donc au niveau de l'extraction, maintenant on va avoir de nouvelles mines en France, mais beaucoup de mines sont dans des pays avec des conditions de travail déplorables. Il y a beaucoup de tensions géopolitiques par rapport aux différents minerais qui ont de plus en plus de valeur et le fait d'avoir ces ressources-là est devenu capital. Vous avez également dans d'autres pays la fabrication qui n'est pas forcément avec pareil, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité suffisamment fortes pour que les travailleurs soient dans de bonnes conditions. Et puis le dernier impact autour du recyclage, où tous les équipements ne sont pas reconditionnés dans les conditions les plus optimum et qui finissent malheureusement des fois dans des décharges à ciel ouvert. Et voilà, donc en France, on n'a ni l'extraction, ni la fabrication, ni le recyclage de proche, de visible. Donc c'est facile de fermer les yeux. Donc voilà, je vous invite à prendre conscience de ça et puis à vous renseigner. Vous avez beaucoup de livres et de reportages qui sont disponibles pour mettre tout cela en lumière. Donc une fois qu'on a compris un peu plus l'impact de notre activité autour du numérique, eh bien, on peut amener des actions qui peuvent changer les choses au quotidien. Donc comme Eve l'a évoqué tout à l'heure, on parle d'une synthèse des éco-gestes avec les 5 R maintenant. Donc, dans les 5 R, on va pouvoir réduire la consommation énergétique, par exemple, des biens en les utilisant à bon escient. On va pouvoir réutiliser des équipements qui sont des fois obsolètes par rapport à des usages, mais pas à tout. Le fait d'utiliser un téléphone non intelligent qui date de 10 ans pour un enfant qui a juste besoin de téléphoner, c'est un moyen, pas besoin d'acheter un smartphone par exemple. Le fait de réparer plus souvent, systématiquement, c'est pas parce que un écran est cassé que le téléphone n'est plus fiable. C'est pas parce qu'il y a une pièce qui est défectueuse qu'elle n'est pas remplaçable. Il y a toujours des cas qui sont difficiles, mais bon, il faut quand même faire la démarche de se renseigner par rapport à ça. Et puis tout simplement, ça peut être aussi le fait de refuser le dernier téléphone à la mode, si vous n'en avez pas vraiment besoin au niveau de l'usage. Et puis le dernier R concerne le fait de mettre l'équipement que vous n'utilisez plus, le sortir de votre tiroir, de vos placards, et puis de le mettre dans des filières spécialisées pour pouvoir soit lui redonner une seconde vie, soit le recycler dans les bonnes conditions. Et un autre élément à prendre en compte pour ça, c'est plus une démarche d'éco-conception qui va faire aussi un écho avec ce qui est présenté tout à l'heure par Hervé. Donc dans cette démarche-là, il y a un petit moyen mnémotechnique des 3 U qui permet de se rappeler que l'informatique n'est pas une finalité en soi. L'objectif, c'est de répondre à un besoin, et un besoin qui est légitime. Donc, est-ce que ce service que vous allez développer, cet équipement qui va être conçu, il va vraiment être utile?
est utile pour beaucoup de personnes? Est-ce qu'il va être utilisable? Est-ce que justement ce service-là va permettre de rendre vraiment l'usage envisagé? Est-ce que il va être facile d'accès? Est-ce que il va justement perdurer dans sa pertinence? Et puis l'autre élément, bah, c'est est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce que ce service-là, au final, correspond bien au marché? Est-ce que correspond bien à la demande? Et est-ce qu'il va être utilisé longtemps? Voilà, donc ces 3 U permettent de mieux prendre conscience de la finalité de ce que l'on fait au quotidien. Voilà, une fois qu'on a vu ça, on peut résumer le numérique responsable avec ces différents éléments qui permettent d'avoir un moyen mnémotechnique de le présenter, de s'en rappeler. Donc vous retrouvez donc, les 3 P, bientôt 5, les objectifs de développement durable, le cycle de vie, les 5 R et les 3 U. Voilà, une fois que vous avez compris cela, j'espère que vous allez pouvoir avoir une vision différente de l'impact du numérique. Donc l'impact du numérique, on vous présente souvent dans les phases de sensibilisation avec les aspérités plutôt négatives, parce qu'il y a besoin de prendre conscience de ceci. Mais aujourd'hui, le numérique, il a des éléments à la fois positifs dans la balance et à la fois négatifs. Donc ces éléments négatifs sont présentés parce qu'ils sont plus importants que les éléments positifs à l'heure actuelle. Mais dans les éléments positifs, vous en avez déjà beaucoup. Hein, comme j'évoquais tout à l'heure, le fait de favoriser le travail à distance, le fait de permettre de communiquer entre des personnes qui sont éloignées entre elles, le fait d'avoir des innovations autour de l'amélioration des transports, de la santé, de la sécurité au niveau de certains environnements industriels. Vous avez beaucoup de positivité dans le numérique, donc c'est un métier qui a de la valeur, mais c'est un métier qui a des travers. Donc le numérique reste un outil. Celui qui en fait l'usage, c'est l'homme. Donc l'usage peut avoir du positif comme il peut avoir du négatif. Donc il faut avoir conscience de cela. Et je terminerai avec une information autour du numérique responsable. Donc il existe un institut qui a été créé en 2018 et qui a pour vocation de fournir des études, du contenu, une démarche pour pouvoir faciliter les différentes entreprises et les organisations à aller dans ce sens. Les premiers contenus qui sont disponibles pour aller un peu plus loin suite à cette présentation-là, vous avez un MOOC de sensibilisation rapide, 30 minutes, et après vous pouvez rentrer dans une démarche un peu plus importante avec un MOOC complet. Vous avez également un autre MOOC qui est très pertinent, celui de l'INRIA, qui aide aussi à avoir une vision encore plus complète et pour les personnes encore moins proches du numérique. Et si vous voulez avoir un petit badge concernant le fait que vous ayez fait la démarche et vous connaissez un peu plus le numérique responsable, vous pouvez passer un certificat de connaissance tous les mois qui est basé sur tout le contenu du MOOC complet et puis voilà, qui est un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, hein, c'est un quiz qui vous permet d'avoir un nombre de points suffisant pour obtenir ce badge. Donc voilà, donc il y a également, comme j'évoquais juste avant, donc aussi un label qui est né de cet institut et qui est destiné aux entreprises avec une déclinaison particulière pour des entreprises de services numériques et également pour certaines collectivités. Et ce label-là est décliné en 2 niveaux. Il faut avoir un score de 300 pour 1000 ou de 500 pour 1000 pour pouvoir atteindre le niveau 1 ou le niveau 2. Voilà, donc cette labellisation-là est soutenue par différents organismes et ministères. Le ministère de la Transition écologique est également derrière ce label-là, ainsi que
acteurs comme l'ADEME que vous connaissez certainement et WWF. Merci à vous pour votre écoute et puis je vais laisser la main et la parole à Hervé pour la suite. Bonne fin de journée à vous. Il y a une toute petite question, David. Oui, des questions. Ouais, si tu as le temps d'y répondre. Si, j'ai le temps. Oui. Oui. Il y a une petite question de Laura qui voulait savoir est-ce qu'on est capable de comparer donc, le poids des visios par rapport donc, à un déplacement en voiture. J'étais en train de rechercher il y a une étude qui était parue, je ne sais pas si tu l'as en tête, si tu peux y répondre comme ça, sinon je vais. Alors, il y a une étude qui a été faite par un acteur nantais, un Green Spector, sur la comparaison déjà des différentes solutions de visioconférence. Donc, entre les Teams, comme on fait aujourd'hui, les Teams, les Zoom, les Google Meet, etc. Donc, qui permet déjà d'avoir donc un indice de pertinence par rapport aux solutions. Et après, entre les déplacements et puis la visio, tout va dépendre des déplacements qui sont économisés. Si tout autour de la table, nous sommes juste en région nantaise, avec une moyenne de 10 km entre le point central de rendez-vous et nos lieux d'habitation, eh bien l'écart va être moins important que si ce sont des personnes dans tout le monde entier et qu'on évite à la fois de l'avion, du train, de l'hôtel. Voilà, donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce contexte-là, quoi. Donc j'ai rajouté le lien de l'étude pour ceux qui veulent en savoir plus. En moyenne, ils disent que c'est... alors c'est une moyenne, hein, comme tu dis, hein, suivant si c'est des personnes qui sont proches ou pas, mais c'est 14 fois moins quand même en moyenne. Ouais. Autre question de Stéphane. La 5G, les projets de style métaverse sont-ils responsables? Je pense que la réponse est presque dans la question. Quels sont les pouvoirs en place pour interdire des projets non responsables? Alors, pour la 5G, ça fait beaucoup débat. Il y a des éléments de réponse qui sont vous pouvez le voir dans le replay de mercredi. La 5G est une innovation technologique dans le sens où elle inclut une meilleure efficacité du fonctionnement sans fil. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'économie d'énergie de veille qui est intégré. Il y a de la diffusion directionnelle. Donc, ce sont des éléments qui permettent de réduire la consommation d'énergie par rapport à ça. Mais la 5G, c'est une technologie qui vient en surcouche. On additionne, on empile les services. Et donc, l'impact de la 5G, du coup, il est très fort à la fabrication parce que il faut de nouveaux équipements. La 5G a pour but d'avoir une couverture plus efficace, mais moins grande en termes de couverture. Et ce qui fait qu'il faut plus d'antennes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir raccorder toutes ces antennes-là à des points de concentration réseau. Donc, il va falloir du coup beaucoup plus de câblage. Les points réseau qui concentraient les bandes 4G concentraient des débits moindres. Là, on va être sur des débits beaucoup plus importants. Donc, finalement, sur toute la chaîne de communication, il va falloir augmenter la taille des tuyaux. Donc, c'est augmenter les équipements, donc éventuellement certainement changer les équipements. Donc, c'est tous ces impacts-là de changement qui pèsent dans la balance pour un usage aujourd'hui qui peut être un plus, mais pas forcément pour tout le monde. Aujourd'hui, une personne qui a la 4G sur son téléphone, la 5G, ça va être certainement encore avec un effet un peu plus waouh, mais est-ce que ça sera forcément plus intéressant? La taille de l'écran d'un smartphone ne va pas permettre de bénéficier d'une résolution 4K, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est qu'on va avoir une mise à disposition d'encore plus de bandes passantes en mobilité, mais le travers, c'est qu'on va finalement certainement être plus nombreux à utiliser et utiliser de manière moins raisonnée et du coup, on va augmenter la consommation globale, quoi. Alors que finalement, on pourrait être aussi dans une dynamique de se dire que
eh bien, je ne regarde pas toujours le streaming en 4G, je le mets en Wi-Fi ou je ne regarde pas forcément en mobilité. Voilà. Donc, il y a des travers par rapport à ça. Et sur la partie métaverse, ah bah là, oui, là, par contre, je suis d'accord avec Hervé, tout de suite, la réponse est dans la question, quoi. Là, on va construire un monde virtuel en consommant encore plus de ressources du monde réel. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que ça peut passer du temps, mais là, c'est quelque chose. On est, pour ceux qui ont vu certains films comme Wall-E, on est dans des travers de l'évolution humaine qui sont pour moi surprenantes. Et puis après, sur les pouvoirs en place pour interdire des projets non responsables, eh bien, il y a plusieurs lois qui sont apparues depuis quelque temps. Vous avez la loi climat et environnement, vous avez la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui sont des lois qui apportent des éléments législatifs pour faire avancer les choses. Et comme c'était évoqué tout à l'heure, l'indice de responsabilité, beau lapsus, l'indice de réparabilité que vous voyez sur maintenant certains équipements électroménagers et smartphones, et également PC portables, eh bien, proviennent justement de ces lois-là qui incitent les constructeurs à présenter de manière différente leurs produits pour inclure leur impact environnemental et leur aussi capacité à durer dans le temps. Voilà, c'est pour répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hervé? Oui, parmi les 5 P, je vois prospérité. N'est-ce pas synonyme de croissance, donc économique, et donc en contradiction avec l'objectif recherché? Oui, là, derrière ce sujet-là, derrière le sujet économie, c'est pas le principe de faire de la croissance ou de l'argent, c'est le principe plutôt d'avoir une économie qui soit responsable dans le sens où il y a une partage des valeurs. Que les personnes qui sont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'extraction des matières premières, eh bien, soient dans de meilleures conditions et mieux rémunérées. Donc c'est plus cet élément-là, et c'est pour ça que les 3 P au départ, c'était People, Planet, Profit, et donc ça a été changé en Prosperity pour justement inclure plus cet aspect-là de partage des valeurs qui pouvait être biaisé par rapport à la première compréhension que l'on peut en faire, quoi. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour tout ce partage de connaissances et pour toutes ces réponses. Hop, alors. Donc normalement, vous devriez maintenant avoir le mien d'écran. C'est bon? Ouais, c'est good. Ok, c'est parfait. Alors, moi, je vais commencer finalement par une question. C'est quoi finalement un dev éco-responsable? En quoi ça consiste et en quoi est-ce qu'on peut changer finalement nos pratiques pour être plus éco-responsables? Alors, moi, je pars de la définition du développement durable, puisque le numérique responsable, finalement, ce n'est que l'application du développement durable à notre métier d'informaticien. Donc, le développement durable, et on repart un petit peu sur les 3 P qu'on avait dans la question précédente, hein, c'est un développement qui répond aux générations présentes, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui ne veut pas de croissance, mais c'est une croissance qui ne vient pas hypothéquer finalement le développement des générations qui vont nous suivre. Donc, on l'a vu, je vais aller quand même plutôt vite sur cette première partie, hein. On a effectivement un impact qui est réel
Et le premier objectif, du Green IT, c'est de réduire cet impact. Parce que effectivement, c'est un très gros impact. L'impact, il est très important, 4% à l'heure actuelle des gaz à effet de serre mondiaux, mais en constante augmentation. Donc, il va falloir que si on veut rester dans un monde qui soit vivable, qui soit agréable, faire en sorte de réduire cette part-là. Pour cela, on a vu les problématiques, hein, c'est sur tout ce qui va être fabrication d'équipements, qui a un impact énorme, le plus gros impact. La multiplication des équipements, ça vient avec. Hein. Si on a plus d'équipements, ça fait plus de fabrication. Et également plus de consommation et plus de fin de vie et de recyclage à gérer par la suite. Donc, une grosse question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de renouveler son matériel et est-ce qu'on a besoin de nouveaux matériels supplémentaires? On parle de tous ces objets connectés, de tous ces éléments-là. Est-ce qu'on en a un réel besoin ou est-ce que c'est juste parce que ouais, c'est fun, c'est bien, le marketing nous y invite? Est-ce qu'on veut aller là-dessus ou pas? Sur le Green IT, on a deux facettes. Le numérique est une formidable opportunité. Ça permet beaucoup de choses. Et en particulier, ça permet d'améliorer les performances pour d'autres secteurs d'activité. On est capable d'optimiser des transports, donc de faire en sorte que ce secteur qui a un fort impact environnemental puisse le réduire. Donc ça, c'est l'IT for Green. C'est l'IT qui permet d'améliorer l'empreinte écologique d'autres secteurs. Et puis après, on a vu l'informatique en lui-même a un impact qui est important, donc on va chercher à réduire cet impact. Ça, c'est le Green for IT. Donc déjà, il faut avoir une prise de conscience. Si on n'a pas conscience que le numérique a un impact, ça va être difficile de chercher à réduire cet impact. Ensuite, il faut revoir nos besoins, repenser nos besoins. Qu'est-ce qu'on a? De quoi a-t-on réellement besoin? Et puis améliorer nos pratiques. On a différentes façons de faire pour faire une même chose. Si on choisit la manière la plus écologique de le faire, on aura un impact qui sera bien moindre. L'énorme point d'entrée pour pouvoir faire de l'éco-conception, c'est sur la partie de la conception. La partie de conception, c'est là où vous allez réellement pouvoir changer fondamentalement les choses. Si vous partez de quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été conçu, et que vous cherchez à le rendre vert, vous allez pouvoir gagner. Vous allez pouvoir gagner, mais un petit peu. Vous allez pouvoir améliorer un petit peu les choses et grignoter quelques petites économies par-ci, par-là. Mais ça ne va pas changer les choses fondamentalement. On parle qu'on est en facteur 1, donc très faible impact. Par contre, au niveau de la conception, là, on peut réellement faire des énormes économies en changeant complètement la façon de produire les éléments, de réfléchir aux éléments, en particulier sur les fonctionnalités. Si une fonctionnalité, on juge qu'elle ne va pas être utile, utilisable et utilisée, tout à l'heure David en parlait, si on ne la produit pas, elle n'utilisera pas de ressources et elle ne consommera pas, elle ne rendra pas obsolète du matériel. Donc effectivement, c'est là où ça va réellement changer les choses. Si on prend un exemple, vous avez par exemple un site qui propose de vous donner des informations sur des cours de matières premières. Au départ, la fonctionnalité elle était pensée où les gens se connectent, ils arrivent, ils voient les courbes, ils peuvent regarder donc le cours de la matière première qui les intéresse. Donc ils recherchent la matière première et ils voient la courbe et ils voient comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer. Ce site, il a changé sa façon de faire. Il a dit plutôt que les gens viennent tous les jours regarder pour savoir où est-ce qu'en est le cours de la matière première qui les intéresse,
En fait, les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir quand est-ce que ça va avoir une forte croissance. Il y a un réel changement dans le coût de la matière. Ils sont intéressés quand ça dépasse un certain seuil, parce que pour eux, c'est plus rentable d'acheter quand c'est au-dessus de ce seuil. Ou au contraire, quand ça descend en dessous d'un certain seuil, ça devient intéressant d'acheter à ce moment-là. Donc le site, ce qu'il a proposé, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire d'indiquer quand est-ce qu'on veut être averti. On veut être averti quand il y a une croissance importante ou une décroissance importante, quand il y a un palier qui est atteint, dans un sens ou dans l'autre. Et là, la consommation est beaucoup moindre, puisqu'il n'y a pas des allers-retours tous les jours pour pouvoir aller regarder. Et vous avez juste besoin de regarder vos notifications, et vous avez une petite notification qui apparaît quand une alerte arrive. Une fois qu'on a conçu et qu'on a bien conçu les choses, normalement, on a fait la plus grosse partie du travail. Maintenant, je sais bien que nous, en tant qu'informaticiens, nous, ce qu'on aime voir, c'est du code et voir comment est-ce qu'on peut coder les choses les mieux possible. Donc, je vais quand même rentrer dans deux éléments. Je vais faire deux petits zooms sur deux aspects qui ont quand même des impacts importants et voir comment est-ce qu'on peut les réduire. Et puis, mais ayez bien en tête que là, on est plus dans des éléments qui ont des plus petits impacts par rapport à la conception. C'est vraiment penser quelles sont les fonctions utiles, quelles sont celles qu'on va vraiment avoir besoin, dont l'utilisateur va avoir besoin. Et après, ici, on est plus effectivement dans, une fois qu'on sait qu'on va avoir besoin de cette fonctionnalité-là, comment effectivement faire en sorte qu'elle soit la moins consommatrice possible. Alors, déjà sur les formats d'images. Les formats d'images, on a tout un tas de formats d'images qui sont supportés par nos navigateurs. Il faut se poser quel est le meilleur format, le plus adapté pour notre image. Suivant la nature de l'image, ce n'est pas forcément le même format qu'on va utiliser. D'un côté, je vais mettre tout ce qui va être des logos, des icônes, des schémas. Et de l'autre côté, je vais mettre ce qui va être plutôt photographie. Alors, pour les logos, les icônes et les schémas, le meilleur format que je vous conseillerais, c'est le format SVG. SVG, c'est un format donc vectoriel où on va définir les formes géométriques qui constituent le schéma, l'icône ou le logo. Donc on va dire, voilà, il faut qu'il y ait un rectangle. Donc là, si on regarde dans cet exemple-là, on a défini ici, par exemple, il y a un rectangle avec donc telle hauteur, telle largeur, etc., etc. Donc des rectangles, des cercles, des ellipses, des polygones. Et puis après, on peut aussi avoir des chemins qui vont être constitués de segments de droite, de courbes, donc ça c'est des courbes de Bézier, d'arcs de cercle, et au final, ça fait tout un chemin, et puis on va pouvoir donc remplir les formes après, avec ici donc fil, où on va donc remplir avec une couleur pour pouvoir donc dessiner l'élément. Si vous voulez les créer, soit vous partez d'un logiciel qui permet d'exporter sur ce format-là. Donc, pour ceux qui utilisent par exemple Humlet pour faire leur diagramme UML, vous avez donc le moyen d'exporter sous ce format-là. Autre possibilité, vous pouvez les créer. Pour les créer, vous pouvez utiliser des logiciels de création. Alors, plutôt que d'utiliser GIMP ou Photoshop, on va plutôt utiliser des logiciels qui sont spécialisés pour faire du dessin vectoriel. Donc Inkscape, par exemple, c'est open source. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est un fichier de texte qui va être produit. Donc c'est ultra léger. Et on a toujours une résolution qui est parfaite, quelle que soit la taille d'affichage. C'est-à-dire qu'on peut zoomer dedans autant qu'on veut. Comme c'est une courbe qui est définie, la courbe, elle sera toujours parfaite. Il n'y aura pas d'effet d'escalier, contrairement à une image bitmap, où là, effectivement, c'est des pixels qui sont de couleur. Et donc, quand on commence à zoomer, au final, on voit les pixels apparaître.
Deuxième catégorie, ça va être les photographies. Donc sur les photographies, là, on a le format le plus classique, le format JPEG. JPEG, il a l'énorme avantage que n'importe quel navigateur va pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est très très agréable, mais il a d'autres défauts. Il gère pas la transparence, il a une compression qui va être très vite visible quand on va chercher à compresser avec perte. On va avoir quelque chose qui va être très visible quand on a des dégradés de couleurs en particulier. Donc si on a un ciel qui est dégradé, on va voir un effet d'échelle qui va apparaître assez vite quand on commence à compresser l'image. Donc si on veut garder une belle qualité d'image, on peut que faiblement le compresser. Mais il y a des nouveaux formats d'images qui sont apparus ces dernières années. Donc, tout d'abord, le WebP. Donc, le WebP, c'est un format qui avait été proposé par Google et qui est plus économique, qui permet effectivement une taille moindre par rapport au JPEG. Par contre, il n'a pas un support de tous les navigateurs. Les principaux maintenant le supportent. Donc Firefox depuis cet automne, il me semble. Hop. Donc si on fait un petit coup de Can I Use. Donc là, maintenant, on a quand même un support qui est quand même plutôt bon, sachant qu'effectivement, là, c'est depuis Firefox, depuis... Donc depuis 2019, sachant qu'il fallait l'activer, il me semble. Non, pardon, je confonds avec la VIF. Donc oui, depuis 2019, c'est supporté donc, par Firefox. Donc là, on a quand même un support qui est quand même plutôt pas mal. C'est Safari qui va avoir qu'un support partiel dessus. Autre format, on a donc le format AVIF, qui est un peu plus récent. Donc celui-là, il a été proposé par tout un consortium d'entreprises, en particulier Netflix, mais aussi Google, Amazon, etc. Et il a été fait pour la vidéo, et il a été transposé en version donc image seule. Et donc là, on est une compression encore meilleure à qualité équivalente. Donc là, si on regarde pareil le support, alors on a un support qui est un petit peu moins supporté à l'heure actuelle, même si effectivement maintenant donc Firefox le gère. Mais effectivement, là on voit qu'il y en a d'autres acteurs, Edge qui ne le supporte pas, Safari qui ne le supporte pas, etc., etc. Donc là, on n'a pas quelque chose qui est supporté par tous les navigateurs, on n'est qu'à 68 et quelques %. Donc on peut pas se dire qu'on peut utiliser ça et se dire que tout le monde va pouvoir l'utiliser. Donc une solution, c'est d'utiliser la balise Picture qui permet de proposer plusieurs sources différentes et en fonction de l'image qui est supportée par le navigateur, il va utiliser celle qui, la première qu'il supporte. Donc s'il supporte du AVIF, ici, il va prendre la première. S'il ne supporte pas le AVIF, il va prendre le WebP. S'il ne supporte pas le WebP, il va prendre le JPEG. Et puis donc ici, l'alternative, donc ça c'est important pour l'accessibilité numérique, l'alternative, elle sera globale pour quelle que soit l'image qu'il va utiliser. D'accord? Donc c'est à cet endroit-là qu'on va le mettre. Alors Laura, vous avez raison, ça suppose effectivement de stocker plusieurs fois la même image dans des résolutions différentes. Néanmoins, stocker pendant 1 an une image, ça va avoir le même coût écologique que de la transférer 2 fois. Donc, ça veut dire que dès que vous avez 2 utilisateurs qui sont passés sur votre site, c'est déjà rentabilisé. Donc,
a priori, je pense, j'espère que vos sites, si on a dit qu'ils étaient utilisés, je pense que vous aurez plus que 2 visiteurs sur vos sites, donc c'est très très vite rentabilisé en fait. Mais vous avez raison. Ensuite, on a un autre élément qui intervient, c'est la taille, c'est-à-dire que la résolution que vous allez choisir pour votre image. Tout à l'heure, on parlait de visionner des vidéos 4K sur un smartphone. Effectivement, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, on ne voit pas la différence. Pour les images, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'avoir des images qui soient hyper résolues sur un smartphone avec un petit écran tout petit. De toute façon, on n'a pas l'œil assez aguerri pour voir ce genre de détails. Et le poids est réellement différent. C'est-à-dire que là, si on prend une image qui serait donc de 1200 par 1600, elle pèse donc 800 et quelques kilos, alors qu'elle ne pèsera que 80 kilos et quelques en 300 par 400. Donc toujours à compression identique. Et puis on voit aussi d'ailleurs qu'au passage, quand on utilise des formats un peu plus modernes, on arrive à réduire cette taille-là. Mais grosso modo, en baissant la résolution, on arrive à réduire drastiquement la taille de nos images. À nouveau, la Balise Picture va venir à notre rescousse pour pouvoir choisir la bonne image à utiliser en fonction donc de la taille. Donc après, on peut mettre tout ça ensemble et avoir donc différents formats et différentes résolutions qui vont être proposées pour que le navigateur télécharge la bonne image à la bonne taille en fonction donc de la résolution de l'écran. Petite anecdote au passage, j'ai fait un audit cette semaine et certaines personnes qui ont voulu faire cela l'ont fait, mais l'ont fait avec du CSS. Et en fait, ils mettent les images en 5 résolutions différentes, sauf qu'on télécharge les 5 images et on en cache 4 pour n'afficher que l'image qui correspond. Donc faites attention quand même à la façon d'implémenter les choses. De temps en temps, on veut le faire pour se dire je vais mettre plusieurs résolutions d'images pour être plus Green IT. Et en fait, là, c'est l'effet contraire qui se passe, puisqu'on télécharge 5 images dans 5 résolutions différentes pour n'en afficher finalement qu'une seule. Alors, sur la compression, quand on prend une image à partir donc d'un appareil photo, d'un smartphone, d'un scanner, on va avoir une image qui va être très peu compressée nativement, voire pas compressée du tout. Il va être donc nécessaire de comprimer la photo si on veut avoir une taille qui soit donc raisonnable. Là, il faut bien penser qu'on est sur un site web, donc l'objectif, c'est que ce soit affiché à l'écran. Si on avait besoin de faire des tirages photos, là, ça vaut le coup, effectivement, d'avoir une très très bonne résolution pour avoir effectivement des photos qui soient parfaites. Donc après, nous, si on est effectivement dans la démarche de l'éco-conception d'un site internet, là, on a plutôt intérêt à réduire cette taille-là. Éventuellement, on peut proposer de télécharger l'image en forte résolution si on souhaite que l'utilisateur puisse les tirer s'il le souhaite. Sur la compression, il n'y a pas de formule magique, c'est-à-dire que toute image est unique et va pouvoir supporter plus ou moins bien la compression. Donc là, c'est vrai que souvent, on a besoin un petit peu de tester, de dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour que l'image que l'on ait compressée ne soit pas visiblement dégradée. Donc ça demande un petit peu de travail. Après, on peut faire des petits scripts qui permettent de prendre une image et de la compresser avec différents facteurs pour qu'on puisse choisir l'image qui nous paraît le meilleur rapport compression par rapport à la qualité visuelle. Donc, ou alors, il y a un autre parti pris qui peut être fait, c'est le cas de Lotech Magazine. Lotech Magazine a choisi de visiblement
dégrader ces images pour avoir des images qui soient réellement très très petites. Est-ce qu'il y aurait plus de soleil à Barcelone? Donc Lowtech Magazine, ils ont un site web qui est hébergé donc, sur un Raspberry Pi qui est alimenté par un panneau solaire. Et donc c'est à Barcelone, hein, donc un ensoleillement qui est quand même un petit peu plus fort qu'à Nantes. Et donc ils nous disent, bah voilà, le site il est disponible quand il y a du soleil, mais s'il n'y a plus de soleil, et ben, le site n'est pas disponible, et puis tant pis, on n'est pas forcé d'avoir accès à l'information tout le temps. Donc voilà, bon, là j'ai pas de bol. Donc non, bah, on verra pas. Mais ils utilisent des images qui sont donc visiblement dégradées. Et ils disent, bah, c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir juste l'idée de quelque chose, de l'illustration. On n'a pas besoin d'avoir un truc parfaitement nickel. Donc ça peut être un choix aussi qui peut être fait. Enfin, le dernier élément sur lequel je voulais faire un petit zoom, qui est important de bien configurer pour avoir un site éco-conçu, c'est le cache. Oui, je pourrais mettre le lien oui, du Lowtech Magazine. Hop, je vais faire ça tout de suite. Alors, je vérifierai quand même que j'ai bien la bonne adresse, parce que comme là, j'ai pas réussi. Alors, sur le cache, il y a différents niveaux de cache qui sont disponibles. Et c'est important, effectivement, de bien les configurer pour éviter, finalement, de faire travailler une machine pour rien, alors qu'elle a déjà la ressource à disposition. Donc, on va permettre de garder ces ressources à disposition, plutôt que de refaire le travail à chaque fois. Le premier niveau de cache, c'est sur le navigateur du client. C'est-à-dire que le client, il va venir télécharger une page, et non seulement la page, mais également les images qui vont avec, la feuille de style, et donc ces éléments-là, peut-être qu'il y en a certains qui vont être réutilisés sur d'autres pages du site. Donc il y en a qui ont mis les liens, merci. Donc ça évite de re-télécharger ces éléments-là sur les pages. Donc pour faire cela, bah, il faut que dans l'entête HTTP, quand on envoie la ressource, on indique cache-contrôle, et avec max age, on indique donc ici le temps en secondes qui doit être nécessaire de garder cette ressource. Si on a un serveur Apache, si on veut que cette entête soit envoyée, bah, on peut le faire en faisant donc cette petite configuration. Donc là, j'ai indiqué que pour les fichiers qui sont des feuilles de style, des fichiers JavaScript et du HTML, j'ai fait donc demander à mettre un en-tête cache contrôle, et comme valeur, j'ai mis donc ici 864 000 secondes, ce qui doit faire, je crois, 10 jours de mémoire. Donc pendant 10 jours, on va garder en cache ces éléments-là. Ça évite de les retélécharger à chaque fois. Et puis, donc ici, pour tout ce qui est images, j'ai demandé à les garder pendant 1 an. Deuxième possibilité pour pouvoir mettre donc du cache, c'est les pages qui ont déjà été servies par le serveur web. Donc le serveur web, il a généré des pages, et il se dit, bah, je viens de la donner à quelqu'un, il y a un autre utilisateur qui me demande la même page, je viens de la générer. Bah, dans ce cas-là, je vais garder la page que je viens de générer. Et donc je vais lui renvoyer celle-là plutôt que de la recalculer. Donc là, pareil, si c'est un serveur Apache, il y a quelques lignes de configuration à mettre pour activer donc ce cache, indiquer où est-ce qu'on veut le mettre, et puis donc les tailles que l'on va donc garder en cache.
Et puis ensuite, on a les caches qui sont encore du niveau supérieur, où on va avoir un langage, le langage web, ou le CMS, ou les bases de données qui vont pouvoir, elles aussi, avoir leur propre cache. Donc PHP, avec l'opcode, c'est fait naturellement. C'est-à-dire que avant, il fallait activer ce cache-là. Maintenant, de nos jours, nativement, c'est fait sans qu'on ait besoin de rien configurer. Et donc, effectivement, s'il y a du code PHP, il a été donc traduit en opcode, il a été donc stocké, et les fonctions qui ont déjà été exécutées, on va garder effectivement le résultat en cache, sans qu'on ait besoin de les réappeler. Sur les CMS, pareil, il y a des niveaux de cache qui peuvent être activés. Donc, suivant le CMS, il faut aller regarder, il faut se renseigner. Denis vous pourra sûrement vous en dire plus que moi. Et enfin, donc, sur les bases de données, on peut aussi avoir du cache. S'il y a des requêtes qui ont déjà été faites, on peut pareil garder en cache les résultats donc, de ces requêtes pour éviter de refaire travailler le système de gestion de base de données. Donc là, on peut avoir des solutions comme Redis, qui est open source, qui permet de faire cela. Pour conclure, moi, je veux surtout vous donner des questions et que vous ayez le réflexe de vous poser des questions. Quand on fait quelque chose, hein, première question à se poser, est-ce que cette fonctionnalité est essentielle? Est-ce que les utilisateurs vont en avoir besoin ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est futile? Est-ce que ça peut être évité? Est-ce qu'on peut trouver un moyen d'éviter cela? Est-ce qu'on peut remplacer cela par une alternative qui va être moins gourmande? Et enfin, dernière chose, si on doit le mettre, chercher la meilleure implémentation possible pour pouvoir le faire. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Là, j'ai parlé vraiment des aspects qui me paraissent les plus importants. Après, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit tout de suite, soit au détour d'un couloir ou via Teams. C'est avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Donc n'hésitez pas. Oui, bien sûr, Julien, oui, je partagerai la présentation. Ouais. On mettra ça donc, sur le Discord. Il y aura donc normalement le replay. Et puis, donc, oui, je mettrai cette présentation. Et si David est d'accord, on mettra aussi la sienne. Oui, et donc Hervé, tu as tout à fait raison. Sur le référencement aussi, alors souvent, moi j'ai tendance à dire, hein, la performance, le Green IT, l'accessibilité et le référencement, je ne sais plus lequel, si j'ai bien dit les quatre, c'est des éléments effectivement qui vont ensemble et qui vont s'améliorer les uns les autres, hein. Si effectivement on a choisi les fonctionnalités les plus utiles, on va effectivement concentrer les crawlers de Google ou de ses concurrents, hein, vont se concentrer sur le contenu réellement utile. Il va voir que c'est du contenu qui a forte valeur ajoutée, ça va effectivement améliorer le référencement. Donc ces éléments-là, ils vont ensemble et c'est tout bénéfice dans ces quatre dimensions-là. Merci bien à chacune et chacun d'entre vous d'avoir assisté à cette matinée. Merci à David pour sa participation. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Bonne fin de matinée.